Ma famille a raté ma thèse pour un barbecue. Alors sans hésiter, j'ai changé d'identité et disparu. Ce choix a tout bouleversé. L'air dans la chapelle Saint-Clément s'est figé au moment précis où ma mère a lu le nom imprimé sur le ruban de la couronne mortuaire. Ce n'était pas un cri, mais un sifflement d'indignation qui a coupé le silence solennel des funérailles. Tout le monde s'est retourné. La main de mon père s'est crispée sur son programme en papier glacé. Mon frère, Thibaut, a cessé de ricaner avec sa femme au fond de l'allée. Ma sœur, Estelle, a écarquillé les yeux, scandalisée, non pas par le deuil, mais par l'audace. Moi, j'ai glissé silencieusement sur le banc du deuxième rang, le livret de messe encore tiède dans ma paume, mon nouveau nom imprimé en lettres noires, Grâce, délibérée. La chaise à côté de moi, celle réservée à la famille proche, est restée vide, exactement comme chaque étape importante de ma vie qu'ils avaient manqué. Mais en regardant cet espace vide, quelque chose a changé en moi. Ils pensaient que mon silence d'aujourd'hui était une forme de honte. Ils n'avaient aucune idée que ce silence était, en réalité, leur condamnation. C'était la première fois qu'ils me voyaient en un an. Je n'étais plus la petite souris grise qu'ils connaissaient. Je portais un trench-coat noir parfaitement coupé, mes cheveux étaient courts, modernes, et je me tenais droite. Ma mère, Ghislaine, me foudroyait du regard. Je pouvais lire sur ses lèvres serrées les mots qu'elle retenait à peine. « Tu as osé ?» Oui, j'avais osé. J'avais osé effacer le nom qu'il m'avait donné, ce nom qui n'avait jamais été qu'une étiquette sur un meuble qu'on déplace au gré des besoins. Mais avant de vous raconter comment cette guerre froide a commencé, j'ai une question pour vous. Je sais que vous m'écoutez depuis les 4 coins du monde. Dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous? Je veux sentir que je ne suis pas seule, contrairement à ce jour-là dans l'église. Le prêtre a continué son homélie, parlant de l'amour inconditionnel de Mamie Colette. C'était vrai. Elle était la seule. La seule qui m'avait aimée pour ce que j'étais, et non pour ce que je pouvais rapporter. Les larmes ont commencé à piquer mes yeux, non pas à cause de la cruauté de ma mère, mais parce que le seul rempart contre sa méchanceté gisait désormais dans ce cercueil en chêne clair. Je me suis revue, un an plus tôt, assise dans ma voiture, le moteur éteint, regardant la pluie tomber sur le pare-brise. À l'époque, je m'appelais encore Bérénice. Bérénice la serviable. Bérénice l'invisible. Bérénice, celle qu'on appelle quand on a un problème d'impôt ou besoin d'un chauffeur, mais qu'on oublie d'inviter à Noël. Dans cette église, l'atmosphère était lourde d'un non-dit toxique. Ma mère a tenté de s'approcher de moi pendant la communion. Son parfum capiteux, trop sucré, m'a donné la nausée. Elle a murmuré, juste assez fort pour que je l'entende, « Héloïse Vallet ? C'est une blague ? Tu as pris le nom de jeune fille de ma mère pour m'humilier devant tout Nantes ? » Je ne l'ai même pas regardé. J'ai gardé les yeux fixés sur l'autel. Ce n'est pas pour t'humilier, maman, ai-je pensé, sans prononcer un mot. C'est parce que le nom Mercier est devenu pour moi synonyme de solitude. Elle a reculé, choquée par mon indifférence. Elle avait l'habitude que je baisse la tête, que je m'excuse d'exister. Mais la femme assise sur ce banc n'était plus sa fille. C'était une étrangère qu'elle avait elle-même créée, jour après jour, oubli après oubli. Il pensait que c'était soudain. Il pensait que j'avais perdu la tête. Mais il ne savait pas que cette décision avait été prise lors d'un après-midi pluvieux de juin, le jour où ils avaient choisi un barbecue plutôt que l'accomplissement de toute ma vie. Et ce qu'ils allaient découvrir à la sortie de cette église allait les briser bien plus fort que n'importe quel changement de nom sur un bout de papier. Vous pensez connaître la rancune? Attendez de voir ce que la patience d'une femme blessée peut produire. J'ai grandi à Nantes, dans une belle maison bourgeoise près du parc de Procé. De l'extérieur, nous étions la famille parfaite. Mon père, Pascal, était directeur d'une agence bancaire, respecté, toujours en costume. Ma mère, Ghislaine, organisait des dîners mondains où l'argenterie brillait autant que ses sourires factices. Mais à l'intérieur, la hiérarchie était claire, brutale et immuable. Il y avait Thibaut, l'aîné, le prince héritier. Il avait 5 ans de plus que moi. Tout ce qu'il faisait était considéré comme un exploit. S'il rôtit à table, mon père riait en disant que c'était « viril ». S'il échouait à ses examens, c'était la faute des professeurs qui ne comprenaient pas son « génie créatif ».
Il y avait Estelle, ma sœur, la princesse. 3 ans de plus que moi. Elle était belle, certes, mais d'une beauté froide et calculatrice qu'elle avait héritée de notre mère. Estelle voulait faire de la danse? On lui construisait un studio au sous-sol. Estelle voulait des vêtements de marque? On vidait les comptes. Et puis, il y avait moi. Bérénice. L'accident. La 3e. Celle qui est arrivée quand il pensait avoir fini. Je me souviens d'un soir d'hiver, j'avais 8 ans. C'était l'heure du dîner. Thibaut racontait bruyamment ses exploits au football. Estelle parlait de sa nouvelle coiffure. J'ai essayé de dire, j'ai eu 20/20 en dictée aujourd'hui. Ma mère a soupiré, posant sa fourchette avec un bruit sec qui a fait taire la table. Bérénice, s'il te plaît, ne coupe pas la parole à ton frère. On ne t'a pas appris la politesse? Je me suis tue. J'ai ravalé ma fierté avec mes haricots verts froids. C'était la règle numéro 1, le bruit signifiait l'importance. Et je n'avais pas le droit de faire du bruit. J'ai appris très tôt à me rétrécir. À prendre moins de place. À marcher sans faire craquer le parquet. À nettoyer mes propres dégâts, à préparer mes propres goûters, à signer moi-même mes carnets de notes en imitant la signature de mon père, parce qu'il ne prenait jamais le temps de les regarder. Le moment le plus marquant, celui qui a gravé cette solitude dans ma chair, s'est produit quand j'avais 10 ans. C'était un samedi après-midi. Thibaut fêtait ses 15 ans. La maison était pleine d'amis, de musique, de rire. Maman avait commandé un traiteur. Vers 14 heures, j'ai ressenti une douleur fulgurante dans le bas-ventre. Aiguë. Palpitante. Comme si on me poignardait de l'intérieur. Je suis allée voir ma mère dans la cuisine. Elle arrangeait des petits fours sur un plateau en argent. Maman, j'ai mal au ventre, ai-je gémi, pliée en deux. Elle ne s'est même pas retournée. Bérénice, arrête ton cinéma. Tu es juste jalouse parce que c'est la fête de Thibaut. Va dans ta chambre et arrête de gâcher l'ambiance. Je suis montée. Je me suis roulée en boule sur mon lit, serrant mon oreiller pour ne pas hurler. La douleur devenait insupportable, une chaleur liquide se propageait dans mon abdomen. La musique en bas faisait trembler le sol. Les rires de ma famille montaient comme une insulte à ma souffrance. C'est mamie Colette qui m'a trouvée, 3 heures plus tard. Elle était venue pour le gâteau. Elle est montée me chercher et m'a trouvée inconsciente, brûlante de fièvre. Je me suis réveillée à l'hôpital 2 jours plus tard. Péritonite aiguë. L'appendice avait éclaté. Le chirurgien a dit à mon père que si j'étais arrivée 1 heure plus tard, je serais morte. Et vous savez ce que mon père a dit? Il n'a pas pleuré. Il n'a pas demandé pardon. Il a regardé sa montre et a dit, heureusement que l'assurance couvre tout ça, c'est une perte de temps incroyable. Ma mère, elle, m'a reproché d'avoir effrayé les invités avec l'ambulance. Ce jour-là, j'ai compris. Je n'étais pas leur fille. J'étais un meuble gênant. Un bruit de fond désagréable. J'ai survécu, mais une partie de moi, la partie qui espérait encore leur amour, a commencé à mourir ce jour-là. Pourtant, l'espoir est une maladie tenace. Même après ça, j'ai continué à essayer de les impressionner. J'ai pensé, si je suis parfaite, si je réussis là où Thibaut et Estelle échouent, ils me verront. Quelle erreur tragique. Les années ont passé. J'ai excellé à l'école. Non, j'ai surperformé. J'avais besoin de cette validation que je ne trouvais pas à la maison. Les mathématiques sont devenues mon refuge. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne vous ignorent pas, 1 + 1 fait toujours 2, peu importe si vous êtes l'enfant préféré ou non. Je suis devenue actuaire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un métier complexe, mélangeant probabilité, statistique et finance. C'est un métier difficile, respecté, et très bien payé. À 26 ans, je gagnais déjà mieux ma vie que mon père à la fin de sa carrière. Mais pour ma famille, je n'étais qu'une comptable glorifiée. C'est tellement ennuyeux, disait Estelle en sirotant le vin que j'avais payé. Moi, dans mon spa, je donne du bonheur aux gens. Toi, tu calcules leur mort. Pourtant, dès qu'il s'agissait d'argent ou de problèmes administratifs, l'ennuyeuse Bérénice devenait soudainement indispensable.
Quand Thibaut a voulu ouvrir son showroom de moto, aucune banque ne voulait lui prêter d'argent. Son dossier était vide, ses compétences de gestion inexistantes. Qui a passé 3 nuits blanches à monter un business plan en béton? Qui s'est porté garant sur une partie du prêt? Moi. Est-ce qu'il m'a remercié? Il m'a envoyé un emoji, pouce en l'air, et m'a dit, t'inquiète, quand je serai riche, je t'offrirai un tour en moto. Je n'ai jamais eu ce tour. Et il n'est jamais devenu riche, il a juste accumulé des dettes que je l'aidais à cacher à papa. Quand Estelle a divorcé de son premier mari, un homme riche qu'elle avait épousé par caprice, elle était perdue dans la paperasse. Elle pleurait au téléphone à 2 heures du matin. Bérénice, je ne comprends rien aux impôts. Ils veulent me prendre ma maison. J'ai pris le train, j'ai passé mon week-end à trier ses factures, à négocier avec son avocat, à sauver ses meubles. Pendant ce temps, elle sortait boire des verres avec ses copines pour décompresser. J'étais devenue la domestique de luxe de ma propre famille. La banque, le chauffeur, la secrétaire juridique, la psy. Le pire, c'était Noël. Ah, les Noëls chez les Mercier. Maman insistait pour que tout soit parfait. Estelle arrivait avec ses ongles fraîchement manucurés. Oh, je ne peux pas aider, mon vernis n'est pas sec. Thibaut regardait le match de rugby. Moi, avec mon salaire de cadre supérieur, je me retrouvais avec un tablier, à éplucher les pommes de terre, à surveiller la dinde, à faire la vaisselle. On me plaçait toujours au bout de la table, sur le tabouret pliant parce qu'il manquait une chaise confortable. Bérénice, va chercher le sel. Bérénice, le vin est vide. Bérénice, tu as encore oublié les serviettes. J'obéissais. Je me levais. Je servais. Je souriais. Parce qu'au fond de moi, une petite voix pathétique me disait, s'ils ont besoin de toi, c'est qu'ils t'aiment un peu, non? Quelle stupidité! C'est à ce moment-là que je me tourne vers vous. Mettez-vous à ma place un instant. Vous avez un bon métier, vous êtes indépendante, mais dès que vous franchissez le seuil de la maison familiale, vous redevenez la servante. Que auriez-vous fait? Auriez-vous explosé? Auriez-vous continué par devoir? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place face à tant d'ingratitude. J'ai vraiment besoin de savoir si j'étais trop faible ou simplement trop loyale. Mais la loyauté a une date d'expiration. Et la mienne approchait à grands pas. Elle avait la forme d'une date précise, encerclée en rouge sur mon calendrier depuis des mois. Le jour où j'allais enfin prouver ma valeur, une bonne fois pour toutes. Malgré mon travail épuisant, j'avais un rêve secret. Je voulais obtenir mon doctorat. Pas pour l'argent, j'en gagnais déjà assez. Mais pour le prestige. Pour l'accomplissement intellectuel. Et, je dois l'admettre, pour voir une lueur de fierté dans les yeux de mon père. Pendant 4 ans, j'ai sacrifié mes soirées, mes week-ends, mes vacances. Je travaillais le jour à mon cabinet d'assurance, et la nuit, je rédigeais ma thèse, modélisation stochastique des risques de catastrophes climatiques sur le littoral atlantique. C'était un travail colossal, aride, mais brillant. Mon directeur de thèse me disait que j'étais l'un des esprits les plus affûtés de ma génération. 8 mois avant la date fatidique, j'ai reçu la confirmation officielle. La soutenance aurait lieu le 15 juin, à 14 heures précises, dans le grand amphithéâtre de l'Université de Nantes. J'étais tellement excitée. J'ai fait imprimer des invitations. Pas de simple email, non. De vrais cartons d'invitation, sur du papier épais, couleur crème, avec une belle typographie dorée. Je voulais que ce soit officiel. Je voulais que ce soit incontournable. Je suis allée déjeuner chez mes parents le dimanche suivant pour les distribuer. Regardez, ai-je dit, la voix tremblante d'émotion, en posant les enveloppes sur la nappe brodée. C'est la date de ma soutenance de doctorat. C'est l'aboutissement de 4 ans de travail. C'est très important pour moi. Mon père a ouvert l'enveloppe, a plissé les yeux pour lire la date. Le 15 juin? C'est un jeudi. Je crois que j'ai mon tournoi de bridge au club. Mon cœur s'est serré. Papa, c'est mon doctorat. Tu peux rater le bridge une fois, non? Il a haussé les épaules. On verra. C'est loin encore. Ma mère a à peine regardé le carton. Elle était trop occupée à critiquer la coupe de cheveux de la présentatrice télé.
Oui, oui, chérie. On essaiera. Mais tu sais que tes histoires de chiffres, ça me donne la migraine. Thibaut a ri, la bouche pleine. Docteur Bérénice? Ça veut dire que tu pourras me prescrire des arrêts maladie? Non, Thibaut. C'est un doctorat en mathématiques appliquées. Ah. Nul. Bon, passe-moi le pain. Estelle n'a même pas ouvert l'enveloppe. Elle l'a glissé dans son sac à main entre un rouge à lèvres et un ticket de caisse. Je te dirai si je suis libre. Juin, c'est la haute saison pour les épilations au spa, tu sais. J'ai ravalé ma déception. Je me suis dit, c'est dans 8 mois. Ils oublieront le bridge et les épilations. C'est ma famille. Ils seront là. J'ai passé les mois suivants à le leur rappeler. À chaque dîner. À chaque appel. N'oubliez pas le 15 juin. Oui, oui, Bérénice, on a compris, tu es intelligente, soufflait ma mère avec agacement. Je pensais que leur indifférence était le pire scénario. Je me trompais. L'indifférence, c'est passif. Ce qu'ils préparaient était actif. C'était un choix. Un choix cruel et délibéré qui allait me briser en 1000 morceaux. Le mois de mai est arrivé, apportant avec lui les premières chaleurs et l'odeur des glycines. J'étais en plein stress, peaufinant ma présentation orale, répétant mes arguments devant mon miroir. Un dimanche midi, je suis arrivée chez mes parents pour le déjeuner habituel. Sur le buffet de l'entrée, trônait une pile de flyers colorés, brillants, agressifs. J'en ai pris un. Mon sang s'est glacé dans mes veines. C'était une invitation. Grand barbecue d'été et présentation exclusive des nouveaux modèles organisés par Thibaut Mercier, Showroom TM Motor. Date, jeudi 15 juin. Heure, de 12h à minuit. Lieu, la villa de mes parents, parce que le jardin de Thibaut était trop petit. J'ai relu la date 3 fois. Le 15 juin. Le même jour. Je suis entrée dans le salon, le flyer tremblant dans ma main. C'est quoi ça, ai-je demandé, ma voix étranglée. Thibaut levait la tête de son téléphone, un sourire suffisant aux lèvres. Ah, cool. J'ai réussi à avoir un partenariat avec une marque de bière. Ça va être énorme. Il y aura un DJ, des hôtesses, tout le gratin de Nantes. Thibaut, c'est le 15 juin, ai-je articulé lentement. C'est le jour de ma soutenance. À 14h. Il a fait semblant de réfléchir, une comédie grotesque. Ah ouais? Mince. Bah écoute, c'est pas grave. Tu passes après. De toute façon, ton truc, ça dure quoi? 1 heure? Personne ne veut rester enfermé dans une fac quand il fait beau. Je me suis tournée vers ma mère. Maman? Tu as autorisé ça? Tu sais que c'est mon jour. Ma mère a soupiré, comme si j'étais une enfant capricieuse réclamant un bonbon. Bérénice, ne sois pas égoïste. Ton frère a besoin de cet événement pour relancer son affaire. Tu sais qu'il a des difficultés. Toi, tu as ton salaire, tu as ta réussite. Laisse-lui ce moment. Mais vous deviez venir. Vous m'avez promis. Mon père est intervenu, sans quitter le journal des sports des yeux. On ne peut pas se couper en 4, ma fille. On doit aider Thibaut à installer, recevoir les invités. C'est du business. Ton diplôme, c'est scolaire. Scolaire. 8 ans d'études. 4 ans de recherche. Une thèse qui allait être publiée. Réduit au mot scolaire. Comparé à des saucisses grillées et des motos bruyantes. Mais vous pouvez venir juste 2 heures, ai-je supplié, détestant la plainte dans ma voix. L'université est à 20 minutes d'ici. Et laisser les invités seuls, c'est indigner ma mère. Ça ne se fait pas. On a une image à tenir. Écoute, on fêtera ton diplôme le week-end d'après. On achètera un gâteau. J'ai senti les larmes monter, chaudes, humiliantes. Je ne veux pas d'un gâteau la semaine d'après. Je veux que ma famille soit là quand je deviens docteur. Thibaut a éclaté de rire. Docteur? Redescends sur terre, Bérénice. Tu ne sauves pas des vies. Tu fais des additions. Je suis partie en courant ce jour-là. J'ai pleuré dans ma voiture jusqu'à ne plus avoir de souffle.
Mais le pire n'était pas encore arrivé. Le coup de grâce, l'acte de cruauté pure qui allait transformer ma tristesse en une haine froide et absolue, devait venir la veille même de la cérémonie. Le 14 juin. La veille du grand jour. Je n'avais pas dormi de la nuit. J'avais les yeux cernés, l'estomac noué. Je révisais mes fiches encore et encore, essayant de me concentrer malgré le bourdonnement incessant de mon téléphone. Le groupe WhatsApp familial, intitulé « La famille formidable », une ironie mordante, n'arrêtait pas de vibrer. Des photos de packs de bière, de décorations, de la nouvelle moto de Thibaut. Pas un mot pour moi. Pas un « bonne chance pour demain ». J'étais invisible, noyé sous le flot de leur excitation pour le barbecue. Vers 16 heures, mon téléphone a sonné. C'était Estelle. Mon cœur a fait un bond stupide. Elle m'appelle pour me souhaiter courage, ai-je pensé. Elle s'est souvenue. J'ai décroché. Allô, Estelle? Salut Bérénice. Dis-moi, tu es en villa? Sa voix était pressée, impérieuse. Non, je suis chez moi, je révise. Je passe demain à 14 heures, je suis stressée. Elle m'a coupé, ignorant totalement ma détresse. Oui, bon, écoute. J'ai un énorme service à te demander. Le traiteur de Thibaut a fait faux bond pour les desserts. C'est la catastrophe. Maman est hystérique. J'ai attendu. Un silence lourd. Tu pourrais passer chez Vincent Guerlet demain matin? C'est sur la route de l'université, plus ou moins. Il faut récupérer 5 grandes boîtes de macarons assortis. Je les ai réservées à ton nom. Ah, et il faudra que tu les avances, j'ai oublié ma carte bleue chez Pierre. Je suis restée bouche bée, le téléphone collé à l'oreille. Tu veux que j'aille chercher des gâteaux pour la fête de Thibaut? Le matin de ma soutenance? Bah oui. Ça te prendra 10 minutes. Et puis tu pourras les déposer à la maison avant d'aller à ta fac. Comme ça, tu nous fais un petit coucou rapide avant qu'on soit trop occupé avec les clients. Quelque chose s'est brisé en moi. Un bruit sec, définitif. Comme une branche morte qu'on casse. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la clarté. Une clarté aveuglante. Ils ne m'aimaient pas. Ils ne me respectaient pas. Pire, ils me méprisaient. Pour eux, le moment le plus important de ma carrière n'était qu'une opportunité logistique pour leur propre loisir. J'étais un livreur Uber Eats avec un diplôme. Bérénice? Tu es là, a insisté Estelle. Allez, sois sympa. C'est pour la famille. Ma main tremblait, mais ma voix est sortie étrangement calme. Froide. Les boîtes sont réservées à mon nom, tu as dit? Oui. Au nom de Mercier. Très bien, ai-je menti. Je m'en occupe. Super. Tu es un ange. Bisous. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone sur mon bureau. J'ai regardé mon reflet dans l'écran noir. Je ne voyais plus la victime. Je voyais quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui venait de décider que c'était la toute dernière fois qu'on lui demandait de servir. Je n'ai pas pleuré. J'ai éteint mon téléphone. J'ai pris mes fiches. J'ai dormi d'un sommeil sans rêve. Le lendemain, je n'irai pas chez le chocolatier. Je n'irai pas déposer les gâteaux. Je n'irai pas chercher leur approbation. J'allais devenir docteur. Seul. Le 15 juin s'est levé avec un soleil insolent. Nantes brillait sous une lumière dorée. J'ai mis mon tailleur le plus élégant, un ensemble bleu nuit qui me donnait l'air d'une femme d'affaires impitoyable. Je suis arrivée à l'université 1 heure en avance. L'amphithéâtre était impressionnant, avec ses gradins en bois ciré et son tableau noir immense. Mes collègues étaient là. Mon directeur de thèse était là, bienveillant. Quelques amis de promotion étaient venus me soutenir. Et au premier rang, 5 sièges vides. J'avais collé des petits papiers dessus, réservé famille. Ils étaient là, béants, comme des dents manquantes dans un sourire. À 14 heures précises, le jury est entré. J'ai commencé à parler. Pendant les 5 premières minutes, ma voix a tremblé. Je scannais la porte du coin de l'œil, espérant voir mon père entrer discrètement, s'excuser du retard. Espérant voir ma mère, même avec ses lunettes de soleil de diva.
Personne n'est venu. La porte est restée close. Alors, j'ai cessé de regarder la porte. J'ai regardé le jury. Et j'ai brillé. Pendant 2 heures, j'ai démontré, argumenté, calculé. J'ai défendu mes années de travail avec une férocité qui a surpris même mes professeurs. Je n'étais plus la fille ignorée des Mercier. J'étais l'experte. La maîtresse des risques et des catastrophes. Et la plus grande catastrophe de ma vie était en train de se dérouler à 5 kilomètres de là, autour d'un barbecue, mais je ne la laissais pas m'atteindre. À 16h30, le président du jury s'est levé. Mademoiselle Mercier, au vu de la qualité exceptionnelle de vos travaux, le jury vous décerne le grade de docteur de l'Université de Nantes, avec les félicitations du jury à l'unanimité. Des applaudissements ont éclaté. Mes collègues sont venus m'embrasser. Où est ta famille ? A demandé doucement une amie. J'ai souri, un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Ils ont eu un empêchement. Une urgence. Je suis sortie de l'amphithéâtre. J'ai marché jusqu'au hall désert. J'ai rallumé mon téléphone. Il a explosé de notifications. 15 appels manqués de maman. 8 d'Estelle. 3 de Thibaut. J'ai ouvert les messages. Maman, tu te fous de nous ? Il est 14h30, où sont les macarons ? Estelle, on a l'air malin sans dessert. Merci pour l'égoïsme. Thibaut, t'es sérieuse ? Tu réponds pas ? Papa est furieux. Pas un seul, comment s'est passée ta soutenance ? Pas un seul, félicitations. J'ai regardé ces messages. J'ai ressenti un détachement total. Comme si je lisais une conversation entre des étrangers. Je suis sortie de l'université. J'ai marché jusqu'au pont qui enjambe la Loire. L'eau était grise, tourbillonnante. J'ai sorti ma carte SIM de mon téléphone. Ce petit morceau de plastique qui me reliait à eux. Qui me reliait à mes obligations, à ma culpabilité, à mon rôle de servante. Je l'ai tenu au-dessus du vide. Et j'ai lâché. Je l'ai regardé tomber, un minuscule point brillant qui a disparu dans les flots sombres. Puis, je suis allé dans le meilleur restaurant de fruits de mer de la ville. J'ai demandé une table pour une personne. J'ai commandé une bouteille de champagne millésimée et un plateau royal. J'ai levé mon verre vers la chaise vide en face de moi. À la mort de Bérénice Mercier, ai-je chuchoté. Et à la naissance d'Héloïse Vallet. L'histoire vous ferait réagir comment, vous ? On veut lire vos avis dans les commentaires. Et dites-nous, vous êtes d'où ? L'histoire n'est pas terminée, continuons à écouter l'histoire. La transformation ne s'est pas faite en un claquement de doigts. C'était une opération chirurgicale, froide et méthodique. J'ai utilisé mes compétences d'actuaire, évalué le risque, minimisé les pertes, maximisé le gain. Le lendemain de ma soutenance, je ne suis pas allé travailler. J'ai pris un congé maladie. J'ai passé la journée à la préfecture et sur Internet. En France, la loi avait changé récemment. Il était devenu plus simple de changer de nom, de prendre le nom de l'autre parent à titre d'usage, ou même de changer officiellement pour motif légitime. J'ai rempli les formulaires. Nom choisi, Vallet. C'était le nom de jeune fille de ma mère. Le nom qu'elle avait renié parce qu'il venait d'une famille d'agriculteurs modestes en Vendée. Elle avait passé sa vie à essayer d'être une Mercier, une bourgeoise. En reprenant le nom qu'elle méprisait, je savais que je la toucherais là où ça fait le plus mal, son orgueil social. Prénom choisi, Héloïse. Comme la femme de lettres du Moyen-Âge. Une femme forte, érudite, qui avait survécu à l'amour et au sacrifice. J'ai commencé le grand nettoyage. J'ai clôturé mon compte bancaire principal, celui que mon père, en tant qu'ancien banquier, surveillait toujours du coin de l'œil, pour m'aider à gérer. J'ai transféré toutes mes économies et c'était une somme conséquente, car je ne dépensais rien pour moi vers une banque en ligne sécurisée. J'ai contacté un chasseur de tête. Je cherche un poste loin de Nantes, lui ai-je dit. N'importe où, pourvu qu'il y ait la mer et que personne ne me connaisse. J'ai une opportunité à Saint-Malo, a-t-il répondu 2 jours plus tard. Une grosse compagnie de transport maritime cherche un directeur des risques. Le salaire est 30% supérieur au vôtre. Je prends. J'ai vendu mes meubles. J'ai donné mes vêtements,
ces tailleurs gris et tristes que ma mère m'encourageait à porter, pour faire sérieux. J'ai acheté des jeans, des pulls en cachemire doux, des bottines en cuir. J'ai coupé mes cheveux longs et ternes en un carré plongeant audacieux. Pendant ce temps, le silence radio avec ma famille était total. Ils devaient être furieux pour les macarons. Ils devaient attendre que je rampe pour m'excuser. Ils ne se doutaient pas que je n'étais pas en train de bouder. J'étais en train de disparaître. Le soir avant mon départ, j'ai trié mes photos. J'ai tout jeté. Les photos de vacances où j'étais au fond, floues. Les photos de Noël où je servais la bûche. Je n'ai gardé qu'une seule photo, un vieux Polaroid de mamie Colette et moi, faisant des crêpes. Elle riait. Je riais. C'était la seule preuve que j'avais été heureuse un jour. J'ai laissé les clés de mon appartement dans la boîte aux lettres de l'agence immobilière. Je n'ai laissé aucun mot. Aucune lettre d'explication. Pourquoi expliquer? Il ne m'écoutait jamais quand je parlais. Pourquoi m'écouterait-il quand je pars? Le matin du départ, Nantes était couvert de brume. J'ai chargé mes 2 valises et mes cartons de livres dans ma voiture. J'ai démarré. En passant le panneau « Nantes barré » à la sortie de la ville, j'ai senti une pression énorme se soulever de ma poitrine. Ce n'était pas de l'euphorie. C'était mieux que ça. C'était de la paix. La route vers la Bretagne Nord a été ma traversée du désert. 2 heures de route, c'est peu, mais pour moi, c'était comme changer de planète. Saint-Malo. La cité corsaire. Quand je suis arrivé, le vent soufflait fort, fouettant les drapeaux bretons sur les remparts. La mer était d'un vert émeraude, sauvage, indomptable. Rien à voir avec la Loire limoneuse et paresseuse de mon enfance. Ici, les éléments ne faisaient pas semblant. J'avais loué un appartement intramuros, à l'intérieur des remparts de granit. C'était petit, au 3e étage sans ascenseur, avec des poutres apparentes et une vue oblique sur la mer. Quand j'ai posé ma première valise sur le parquet, le silence m'a accueilli. Pas le silence lourd des reproches de ma mère. Un silence habité, protecteur. Le cri des mouettes remplaçait les notifications de mon téléphone. J'ai commencé ma nouvelle vie. Au travail, je me suis présentée, « Bonjour, je suis Héloïse Vallet ». Personne n'a sourcillé. Personne n'a demandé, « Tu es la sœur de Thibault le frimeur, la fille du banquier Mercier ?» J'étais juste moi. Compétente. Respectée. Mes collègues m'invitaient à déjeuner. Ils m'écoutaient parler. Ils riaient à mes blagues. J'ai découvert avec stupeur que j'étais drôle. Je ne le savais pas. Chez moi, mes blagues étaient toujours accueillies par des yeux levés au ciel. Pendant ce temps, à Nantes, la panique commençait à s'installer. Je l'ai su parce que j'avais gardé un œil sur mon ancienne adresse mail professionnelle, que j'avais redirigée vers une boîte poubelle sans répondre. Jour 7 après mon départ, mail de maman, Bérénice, ça suffit. C'est plus drôle. Ton père a besoin que tu viennes signer des papiers pour l'assurance vie. Réponds. Jour 15, mail d'Estelle, t'es où? Je suis passé chez toi, y a des gens qui déménagent. Tu as déménagé sans nous le dire? C'est qui ces gens? Jour 20, mail de Thibault, la police est venue poser des questions. Maman a fait un malaise. T'as intérêt à rappeler tout de suite espèce de folle. J'ai lu ces mails en buvant un cidre brut face à la mer. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Seulement une satisfaction froide. Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il s'inquiétait de perdre le contrôle sur moi. Il s'inquiétait du « qu'en dira-t-on ». Que vont penser les voisins si notre fille disparaît? C'était leur seule angoisse. Un soir, j'ai reçu un appel du commissariat de Saint-Malo. Mademoiselle Vallet? Ici le brigadier-chef Le Guen. Nous avons reçu un avis de recherche pour disparition inquiétante concernant une certaine Bérénice Mercier. Vos empreintes correspondent. J'ai pris une grande inspiration. C'est moi, monsieur. Je vais bien. Je suis parti volontairement. Je suis majeur et vacciné. Je vois, a dit le policier, sa voix s'adoucissant. Il a dû comprendre. Vous ne souhaitez pas qu'on communique vos coordonnées? Absolument pas. Je suis en danger psychologique avec ces gens. Bien.
Je vais clôturer le dossier. Je leur dirai simplement que nous vous avons localisé, que vous êtes en bonne santé, et que vous ne souhaitez aucun contact. Bonne soirée, mademoiselle Vallet. J'ai raccroché. J'étais officiellement libre. Du moins, c'est ce que je croyais. C'est dans une petite librairie de livres anciens, rue de Dinan, que j'ai rencontré Yannick. Je cherchais une édition rare de poésie. Il était derrière le comptoir, en train de restaurer une reliure en cuir avec une délicatesse infinie. Il avait des lunettes rondes, des mains tachées d'encre et un sourire timide. « Vous aimez Baudelaire » a-t-il demandé. « J'aime ceux qui trouvent la beauté dans le chaos » ai-je répondu. Nous avons commencé à parler. De livres. De la mer. De tout sauf de ma famille. Yannick ne venait pas d'un milieu riche. Il était fils de pêcheur. Il avait cette authenticité brute des gens qui ont grandi face aux tempêtes. Notre relation a commencé doucement. Il ne me demandait rien. Il ne voulait pas mon argent. Il ne voulait pas que je résolve ses problèmes. Il voulait juste passer du temps avec moi. C'était terrifiant. J'étais tellement habituée à ce que l'amour soit une transaction, je t'aime et si tu fais ça pour moi, que je cherchais constamment le piège. Un soir, alors qu'il préparait le dîner chez lui, j'ai bondi pour faire la vaisselle dès qu'il a posé une assiette. Il m'a attrapé doucement le poignet. « Héloïse, arrête. Mais je dois aider, sinon... » « Sinon quoi ?» Il m'a regardé droit dans les yeux. « Tu es mon invité. Tu es ma compagne. Tu n'es pas ma bonne. Assieds-toi et bois ton vin. » J'ai fondu en larmes. Là, dans sa petite cuisine qui sentait le thym et l'ail, j'ai pleuré toutes les larmes que j'avais retenues depuis 20 ans. Il m'a prise dans ses bras et m'a laissé mouiller sa chemise sans rien dire. 6 mois après mon arrivée, c'était mon anniversaire. Le cap des 30 ans. Je redoutais cette date. D'habitude, c'était le jour où ma mère m'offrait un cadeau qu'elle avait reçu d'une cliente et dont elle ne voulait pas, ou où mon père oubliait carrément. Ce soir-là, Yannick m'a emmené sur la plage du Sillon. Il avait préparé un pique-nique avec des huîtres, du vin blanc et un gâteau qu'il avait fait lui-même, un peu brûlé, mais le meilleur que j'ai jamais goûté. Il m'a tendu un petit paquet. C'était une édition originale d'un livre de mathématiques du 19e siècle. « J'ai vu que tu regardais ça l'autre jour » a-t-il dit. « Tu as des yeux qui brillent quand tu parles de chiffres. J'aime tes yeux quand ils brillent. » Il m'avait vu. Vraiment vu. Il n'aimait pas ce que je pouvais faire pour lui. Il aimait ce que j'aimais. C'est là que j'ai compris la différence entre la famille de sang et la famille de cœur. Le sang est un hasard génétique. L'amour est un choix quotidien. Mais le passé a la main longue. Et les Mercier n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils ne pouvaient pas supporter l'idée que leur servante soit heureuse sans eux. Le bonheur les a rendus fous. Je ne sais pas comment ils m'ont retrouvé. Peut-être un détective privé payé avec l'argent que mon père ne voulait pas dépenser pour mes études ? Ou peut-être une indiscrétion administrative. Tout a commencé par une lettre recommandée arrivée à mon bureau. L'enveloppe portait le logo d'un cabinet d'avocats UP de Nantes. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. C'était une mise en demeure. Mes parents invoquaient l'article 205 du Code civil, l'obligation alimentaire. En France, les enfants doivent subvenir aux besoins de leurs parents s'ils sont dans le besoin. Ils prétendaient être dans une détresse financière soudaine, probablement les dettes de Thibault, et exigeaient que je verse une pension mensuelle de 800 €. C'était d'une audace absolue. Ils vivaient dans une villa de 200 mètres carrés, roulaient en voitures allemandes, et ils osaient me demander de l'argent ? À moi, celle qu'ils avaient ignorée ? Thibault a commencé à appeler le standard de mon entreprise. Il racontait à la secrétaire que j'étais instable psychologiquement, que j'avais volé de l'argent à la famille avant de fuir. Il essayait de détruire ma réputation professionnelle. La vieille Bérénice aurait paniqué. Elle aurait payé pour avoir la paix. Elle se serait cachée. Mais Héloïse Vallet ? Héloïse était une guerrière. Et surtout, Héloïse était actuaire. Je savais faire parler les chiffres mieux que personne. J'ai engagé un avocat. Et j'ai monté un dossier. J'ai rassemblé tous les relevés bancaires des 10 dernières années. Chaque virement fait à Thibault. Chaque facture payée pour Estelle.
Chaque fois que j'avais avancé de l'argent pour les vacances de mes parents sans jamais être remboursé. Le total s'élevait à plus de 45 000 euros. J'ai aussi fait des recherches sur le patrimoine de mes parents. J'ai trouvé les traces de leurs investissements récents, leurs voyages. Ils n'étaient pas pauvres. Ils étaient juste avides et vindicatifs. J'ai rédigé une réponse cinglante, accompagnée de toutes les preuves. Dans la lettre, mon avocat a écrit « Mademoiselle Vallée conteste fermement toute demande. Par ailleurs, au vu des sommes déjà versées et jamais remboursées, elle se réserve le droit de porter plainte pour abus de faiblesse et harcèlement moral si une seule nouvelle tentative de contact est effectuée. De plus, elle détient des preuves de la fraude fiscale concernant le showroom de M. Thibault Mercier, qu'elle n'hésitera pas à transmettre au fisc en cas de poursuite des hostilités. C'était du bluff pour la fraude fiscale, je n'avais que des soupçons, mais je savais que Thibault trempait dans des magouilles. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Ils ont retiré leur plainte en 48 heures. Ils avaient essayé d'utiliser la loi pour m'écraser. J'avais utilisé la vérité pour les faire taire. Ils ont peur de toi maintenant, a dit Yannick en lisant le courrier de rétractation. Non, ai-je répondu en caressant sa main. Ils ont peur de perdre leur argent. C'est la seule chose qu'ils respectent. C'était ma première victoire. Mais la confrontation finale, celle en face à face, devait encore avoir lieu. Et c'est la mort de Mamie Colette qui l'a provoquée. Nous voilà revenus au début de l'histoire. Le parking de l'église, sous la bruine nantaise. Les funérailles étaient terminées. Le cercueil de Mamie était parti. Je marchais vers ma voiture de location, une petite Fiat 500 blanche, quand j'ai entendu le claquement sec des talons de ma mère sur le bitume. « Héloïse » a-t-elle crié. C'était la première fois qu'elle prononçait mon nouveau nom. Elle l'a craché comme une insulte. Je me suis arrêtée, la main sur la portière. Je me suis retournée lentement. Ils étaient tous là, en randonnion. Maman, papa, Thibault, Estelle. Comme une armée défaite mais encore arrogante. « Tu es contente de toi ?» a sifflé ma mère. « Venir ici, avec tes airs de grande dame, changer de nom. Tu crois que ça efface ce que tu es ? Tu es une Mercier. » Non, Ghislaine, ai-je répondu calmement. Je ne l'appelais plus maman. Je suis une Vallée. Comme ta mère que tu viens d'enterrer et que tu n'as jamais respectée non plus. Elle a blêmi. Comment oses-tu ? J'ai tout fait pour toi. J'ai ri. Un rire court, sans joie. Tout fait. Tu as oublié mon anniversaire cette année de suite. Tu as oublié ma remise de diplôme pour manger des saucisses grillées. Tu m'as traité comme une domestique. Tu n'as rien fait pour moi, à part me donner la vie, et ensuite me faire regretter d'être née. Estelle s'est avancée, les yeux rouges, probablement à cause de ses propres problèmes, pas du deuil. Bérénice, enfin, Héloïse, arrête. On est une famille. J'ai besoin de toi. Pierre ne paie plus la pension, je suis dans la M. Tu ne peux pas nous laisser tomber. Je ne vous laisse pas tomber, Estelle. Je vous rends votre liberté. Vous n'avez plus à supporter l'ennuyeuse Bérénice. Vous devriez être content. Thibault a fait un pas menaçant, les poings serrés. T'as de la chance qu'il y ait du monde. Sinon je t'apprendrai le respect. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai tenu bien haut. Vas-y, Thibault. Frappe-moi. Je filme. Avec ton casier judiciaire et tes dettes, je pense qu'un procès pour agression est exactement ce qu'il te faut. Il s'est figé. Il a reculé, tel un chien lâche qui aboie mais ne mord pas. Je me suis tournée vers mon père. Il était en retrait, voûté. Papa ? Il a levé les yeux. Il y avait de la tristesse dedans. Peut-être du regret. Tu savais que j'ai eu mon doctorat avec les félicitations du jury ? Que ma thèse va être publiée aux États-Unis ? Il a ouvert la bouche, à chercher ses mots. Je ne savais pas. Félicitations. C'est trop tard, papa. 30 ans trop tard. Je suis montée dans ma voiture. J'ai démarré. J'ai baissé la vitre une dernière fois. Adieu. Ne me cherchez plus. La prochaine fois que vous entendrez parler de moi, ce sera par mon avocat. J'ai vu ma mère s'effondrer dans les bras d'Estelle,
jouant la victime éplorée pour les quelques cousins qui regardaient de loin. C'était leur dernière performance. Et je n'étais plus leur public. Le trajet de retour vers Saint-Malo a été étrange. Je m'attendais à pleurer, à trembler. Mais mes mains étaient fermes sur le volant. La pluie a cessé à mi-chemin, laissant percer des rayons de soleil à travers les nuages gris, illuminant les champs de blé. J'avais laissé mon passé sur ce parking. J'avais dit tout ce que j'avais à dire. Il n'y avait plus de non-dit, plus d'espoir stupide qu'ils changent. Ils étaient ce qu'ils étaient, des gens toxiques, incapables d'aimer au-delà d'eux-mêmes. Et je n'étais plus obligée de subir ça. Mon téléphone a vibré. C'était un message d'Estelle. Tu es dur. Mais, si jamais tu changes d'avis, j'ai vraiment besoin de 2000 €. Je te rembourserai. J'ai souri. Même après tout ça, elle essayait encore. C'était pathétique. J'ai appuyé sur « bloquer ». Puis j'ai fait de même pour maman, papa et Thibaut. J'ai bloqué leurs numéros, leurs mails, leurs réseaux sociaux. Clic, clic. Clic, chaque blocage était comme couper une chaîne. Je suis arrivée à Saint-Malo en début de soirée. La mer était haute. Les vagues s'écrasaient contre les remparts avec une puissance magnifique. Je suis montée chez moi. Yannick m'attendait. Il avait préparé une soupe de poisson et ouvert une bouteille de vin blanc. Il n'a pas posé de questions. Il m'a juste regardé. « C'est fini ?» a-t-il demandé doucement. J'ai enlevé mon manteau noir. J'ai pris une grande inspiration, sentant l'odeur du sel et de la soupe. Oui. C'est fini. Je suis rentrée. Bienvenue à la maison, Héloïse, a-t-il souri. Ce soir-là, nous sommes allés marcher sur la plage. J'ai ramassé un galet blanc, lisse, parfait. Je l'ai serré dans ma main. Il était solide. Réel. Comme ma nouvelle vie. J'ai réalisé que la vengeance n'est pas de crier, de casser ou de détruire. La meilleure vengeance, la plus cruelle et la plus douce à la fois, c'est d'être heureuse. C'est de réussir. C'est de vivre une vie tellement pleine, tellement vibrante, qu'il n'y a plus aucune place pour ceux qui vous ont fait du mal. Ma famille a raté ma vie pour un barbecue. Ils ont choisi des saucisses plutôt que leur fille. C'est leur perte, pas la mienne. Moi, j'ai gagné une identité. J'ai gagné l'amour. J'ai gagné la liberté. Aujourd'hui, je suis Héloïse Vallet. Je suis aimée. Je suis respectée. Et pour la première fois de ma vie, je suis exactement là où je dois être. C'est ici que mon histoire s'arrête, et que ma vraie vie commence. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire a résonné en vous, si vous aussi vous avez dû couper les ponts pour sauver votre peau, s'il vous plaît, ne gardez pas ça pour vous. Mettez un « j'aime » sur cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de force, et surtout, racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes une armée de survivants, et nous avons le droit d'être heureux. Prenez soin de vous.